Cube Radio. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. Vous écoutez le balado Le clan Dubois, le crime dans le sang. Épisode 3, la guerre de l'Ouest. Quand on était plus jeune, on n'avait pas les collections avec les autres avant. Et les autres, ils en avaient des plus vieux. Dans la famille, Jean-Guy, ça a toujours été le chef de la gang. Celui que vous venez d'entendre, c'est Pierre McSween, un des amis d'enfance des frères Dubois. Pierre McSween et son frère Jacques ont eu un peu le même parcours que les Dubois. Ils ont aussi grandi dans l'ouest de Montréal et ont commencé très jeunes à commettre des petits crimes comme des vols. Au fil des années, au moment où les Dubois deviennent des pros de l'extorsion et des prêts usuraires, les frères McSween, eux, en plus, se spécialisent en vols de banque. Puis des vols de banque, il y en avait souvent à Montréal à l'époque, comme l'explique l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim. Chaque époque présente ses caractéristiques. Dans les années 50, 60, 70, où était l'argent, c'était dans les institutions financières, dans les banques. Donc, les gens allaient chercher l'argent dans les banques. Et pour ce faire, c'était des hold-up. Et ça a été une époque, effectivement, où le nombre d'hold-up était absolument hallucinant, non seulement au niveau des institutions bancaires, mais aussi dans les différents commerces, puisque l'argent y était, et était accessible, il était dans un tiroir-caisse à portée de main plus ou moins. Donc, ça a été, pour un certain nombre de personnes, le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir être riches, ou penser être riches. Dans les années 60 et 70, les deux familles de criminels sont en contact régulièrement. En fait, elles collaborent même entre elles. Elles plantent leurs griffes dans le plus d'endroits possible et sèment la peur dans les commerces et de plus en plus aussi au sein de la population. Même que les frères Dubois commanditent, entre guillemets, certains des vols des McSween. On va écouter Pierre McSween l'expliquer dans cette archive audio qui date du milieu des années 70. Fait que tant qu'on faisait des mauvais coups, mais les autres, ils fournissaient ils volaient des chars pour nous autres, ils donnaient des armes qui venaient d'un policier. On leur fait des mauvais coups, on leur donnait des cotes. Un hold-up, on faisait quelque chose, mais il fallait leur donner 10-15% ou 20% pour eux autres parce qu'ils fournissaient le char, les armes et les cagoules. Ils fournissaient le char, les armes et les cagoules. C'est eux qui se spottaient les places. Nous, on avait un peine d'y aller, puis c'est ça. Les autres, ils savaient à l'heure que... Ils savaient à l'heure que la personne sortait avec l'argent. On allait là à telle heure, puis on savait que c'était à l'heure qu'il fallait faire l'autre. Au début des années 70, les groupes criminels, qu'on dit familiaux, vivaient plutôt en bonne entente avec la mafia italienne. C'était aussi le début des groupes de motards. Puis tout ce beau monde se partageait une belle part de tarte sans trop se disputer. Mais cette situation-là, elle va pas durer longtemps. Les frères McSween veulent tirer plus de bénéfices de leurs activités et la présence des Dubois sur un même territoire les oblige à partager. Et les Dubois, eux, continuent de se développer. Montréal devient alors un peu trop petit pour autant de criminels. Le journaliste Jean-Pierre Charbonneau nous donne des détails. Le territoire des Dubois se terminait à la rue Atwater, à peu près. Puis, à partir d'Atwater, c'était une autre gang qui contrôlait une partie du territoire montréalais. Et c'était les Irlandais, les frères McSween. Et puis, sauf que les frères McSween n'étaient pas neufs. Puis leur organisation n'avait pas la puissance de feu, puis la puissance de frappe des Dubois. Puis à un moment donné, c'est clair que qu'il y a eu une espèce de confrontation territoriale. Des guerres de territoire, ça fait partie de la game en quelque sorte. Pendant plusieurs années, donc, les deux gangs se tolèrent jusqu'à l'assassinat en 1974 de Réal Lépine.
Lui, c'est un prêteur usuraire qui a été tué dans un bar de plusieurs balles à la tête. Le journaliste André Sidilo est spécialiste de la mafia et du crime organisé. Il a été chroniqueur judiciaire pendant 35 ans et connaît bien les circonstances de cet assassinat qui allait ébranler le monde du crime organisé. Réal Lépine, c'est lui qui était en contrôle dans Pointe-Saint-Charles pour le prêt usuraire et les loteries illégales qui étaient très populaires à l'époque au sein du milieu interlope, tu sais. Pour vous donner une image, Réal Lépine, qu'on appelait le bonhomme, c'est un ancien champion de poids et haltères qui a même déjà remporté le titre de Monsieur Canada. C'est un colosse, puis il fait peur. Comme prêteur usuraire, il charge des taux d'intérêt très élevés. En août 1974, à la veille de sa mort, Réal Lépine contrôle un réseau valant plusieurs dizaines de milliers de dollars de l'époque. Il gagne énormément d'argent, en particulier dans le quartier de Pointe-Saint-Charles. Réal Lépine travaille seul, mais collabore souvent avec différents groupes comme Électron Libre, disons. Il engage même des hommes de main qui l'aident à récolter l'argent des mauvais payeurs, dont Gérald Ticu Raté, un ancien boxeur. Mais Réal Lépine attire beaucoup l'attention. Il dérange, parce que ses affaires vont vraiment trop bien. Le meurtre de Réal Lépine survient le 5 août 1974. En fait, on prend la décision d'abattre Réal Lépine et il y a 3 tueurs qui vont entrer au club de nuit, le Caracat, qui est sur la rue Notre-Dame-Ouest à Montréal. Et ils vont l'abattre, Manu Militari, et c'est un peu ça qui déclenche, en fait, la guerre de clans. Vous avez bien entendu le journaliste Félix Séguin dire « On prend la décision d'abattre Réal Lépine ». Il dit « on » parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement pourquoi Lépine a été tué et qui a ordonné son meurtre. Gérald Raté, l'ancien boxeur qui a sombré dans la drogue, confessera un peu plus tard être l'auteur du meurtre de Réal Lépine et impliquera même Roger Fontaine, un homme de main des Dubois. Mais Raté, mort d'une overdose, n'est plus là pour confirmer. Il est clair que les 2 criminels n'ont pas assez d'envergure pour vouloir s'approprier le secteur contrôlé par Lépine. Évidemment, Fontaine peut avoir reçu l'ordre du clan Dubois d'éliminer Lépine. C'est même ce qu'avance Pierre McSween, qui témoignera plus tard au sujet du déroulement de la soirée. Bien, ça, c'est la story dans la nuit du samedi au dimanche. On était à moi puis Gérald. On était à la brasserie Michael. Fait que Gérald, il était gelé un peu. On était à la brasserie, puis là, on rentre là, on s'est assis tous les deux. Puis là, Roger Fontaine, il nous a fait nous autres. Il avait commencé à donner des pinottes à Ticu. Hein. Puis là, lui, il commençait à te réchauffer un peu. Puis là, après ça, il a amené Raymond Dubois à sa table avec nous autres. Puis auparavant, avant ça, il avait déjà offert de l'argent à Gérald Raté pour faire passer le bonhomme, Réal Lépine. Fait qu'il s'est assis à la table et il a donné 2000 pièces. Ce soir-là, 2 des frères McSween se trouvaient sur place. Et même que ce serait avec l'arme de Jacques McSween que Raté aurait tiré sur Réal Lépine. Les McSween, autant que les Dubois, auraient donc pu vouloir récupérer l'immense réseau de prêts usuraires de Lépine. Chacun des gangs rejette la responsabilité du meurtre sur l'autre groupe. Difficile de départager le vrai du faux. Mais une chose est claire. Après la mort de Lépine, tout le monde veut s'approprier le marché lucratif de Réal Lépine. Dans cet imbroglio digne d'un film, il y a une chose qui fait plus de doute. Ce sera la guerre. C'était de la merde. Les 2 remises de rançon, c'était de la merde. Mais Sven est au téléphone. Et il dit, si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter, puis je vais t'accorder une entrevue. Il m'a regardé. Paf! C'est serré. Mon nom est Stéphane Berthomé et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en 5 épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, Les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado. 10-4.
il y a eu à l'intérieur des rangs une guerre qu'on a appelée la guerre de l'Ouest. C'était les frères McSween contre le clan Dubois. Et cette guerre-là a débuté en 74 quand le boxeur Gérald Raté a assassiné Réal Lépine. Après cet assassinat, c'est le Far West, dans Montréal. C'est souvent ce qui est arrivé. Dans les guerres de gang, c'est quoi? C'est des guerres de territoire, c'est des guerres de marché. Et quand les gens veulent pas se tasser, puis laisser la place au plus fort, ben c'est la guerre. Et si tu peux te retrouver avec des gens qui ont moins de capacité, mais qui sont pas froids aux yeux, ça peut être des guerres assez meurtrières. Quelques individus presque isolés peuvent faire beaucoup de dommages à une organisation criminelle s'ils sont bien organisés, s'ils n'ont pas froid aux yeux, puis s'ils sont prêts à mourir justement parce que ils se soumettront jamais. T'as des gens qui, dans le monde interlope comme ailleurs, sont des rebelles, ils acceptent pas la loi du plus fort. Alors, il y a nécessairement une confrontation. C'est ce qu'il y a eu avec les McSween. Et rapidement, le baril de poudre s'enflamme et les représailles s'enchaînent. Car comme l'explique Jean-Pierre Charbonneau, les deux clans ont décidé de se livrer un combat à mort. Ils avaient un comportement vraiment violent, ultra-violent, barbare, cruel. Et c'est cette cruauté-là qui était aussi leur marque de commerce et leur ligne de force. La mort de Réal Lépine en août 1974 est donc à l'origine de ce qu'on va appeler ensuite la guerre de l'Ouest. Et même si c'est comme ça qu'on l'appelle, elle prend place bien au-delà de l'ouest de Montréal. La guerre entre le clan Dubois puis le clan des McSween, on dirait que c'était comme la guerre des motards avant le temps. C'était œil pour œil, dent pour dent au centre-ville de Montréal, puis même pas juste au centre-ville aussi. Partout dans la région du Grand Montréal, dans les Basses-Laurentides, sur la Rive-Sud aussi, c'est que une action entraînait automatiquement une riposte. La guerre des deux clans fait la une des journaux. La population s'inquiète après seulement une semaine de conflit. Et la violence utilisée est inimaginable. Les attaques sont intenses, rapides, expéditives. Ça semble presque improvisé. Je vous donne un exemple d'une série d'événements qui a lieu sur une très courte période, du 23 septembre au 5 octobre 1974. Vous allez comprendre le rythme. Le soir du 23 septembre, Pierre et Jacques McSween entrent dans un bar et tirent 6 balles dans les jambes d'un proche des Dubois. Le même soir, Roger Fontaine, l'homme de main des Dubois qui aurait participé au meurtre de Lépine, manque de se faire tuer par la gang des McSween. Attaqué dans un bar, il finit sous une table complètement assommé. 6 jours plus tard, le clan Dubois réplique. Ils entrent dans un bar où se trouvent les McSween avec des mitraillettes. La fusillade se poursuit dans la rue devant le bar sans faire de victimes. Quelques heures plus tard seulement, les McSween ripostent. Ils tirent avec leurs mitraillettes dans le bar Les Copains, le quartier général des Dubois, puis ils se rendent au bar Les Deux Mouches où ils ratent leur cible, Jean-Guy Dubois. Mais 6 jours après, le 30 septembre 1975, Raymond Gagné, un allié des Dubois, est tué d'une balle à la tête. Le 5 octobre, c'est au tour de Jacques McSween de tomber sous les balles des mitraillettes des membres du clan Dubois alors qu'il sort complètement saoul d'un bar sur la Rive-Sud. Tout cela en 12 jours. Dans cette guerre sanglante, chaque clan est prêt à tout pour éliminer l'autre. Donc, cette guerre-là va durer grosso modo 4 ans. C'est long, 4 ans. Quand un attentat entraîne une riposte, puis une riposte entraîne un autre attentat, puis tout ça, puis les morts se comptent par dizaines. Ce qu'il faut noter dans cette guerre-là, c'est que au début de la guerre, on ne donnait pas cher du clan Dubois parce qu'on croyait que les McSween étaient plus, comme on dit dans le milieu, backés, entre autres, par des gens qui ont de l'argent, des financiers dans l'ouest de l'île, puis des gens aux méthodes encore plus violentes que les Dubois. Curieusement, on n'a jamais fait le vrai calcul du nombre de personnes qui sont mortes à la suite des violences entre le clan Dubois et le clan McSween. C'est quand même étonnant tout ça. Les années 70, on les associe souvent au mouvement hippie ou peace and love.
Et c'est pourtant cette époque qui a été l'une des plus violentes de l'histoire du Québec. Ben oui, c'était le Far West. C'était le Far West dans ces années-là, puis tout le monde essayait de prendre sa place. C'était les records de meurtres là, dans les annales judiciaires. C'est ces années-là qui étaient les records. C'était jamais en bas de 162 pendant des années, là. Pendant plusieurs années, c'était 160 meurtres, là, jusqu'à 300 quelques meurtres dans une année au Québec. Si on compare à aujourd'hui, on se rend compte qu'en 1975, durant la période de la guerre de l'Ouest, il y avait pratiquement 2 fois plus d'homicides que de nos jours. Et une grande partie de ces meurtres était le résultat des activités des groupes criminels de l'époque. Mais c'est toute la société qui était plus dure et violente, comme le souligne Jean-Claude Bernheim. On était dans une société dont le potentiel de dangerosité, de violence était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et face à cette violence quotidienne, même les policiers avaient, disons, la main leste. Et la brutalité policière était, elle aussi, une réalité. Jean-Claude Bernheim explique qu'une personne qui se faisait arrêter pour un crime pouvait s'attendre à être brutalisée par les policiers de son côté. La propension était de réagir, disons, dans le même sens. La violence criminelle suscitait la violence policière et vice-versa. On était dans un cercle vicieux permanent parce que le mode de fonctionnement était basé sur la violence. Dans le contexte de l'époque, l'usage de la force par les policiers, ça faisait partie du mode de fonctionnement. C'était connu de tous et chacun. Toute personne qui se faisait arrêter par la police par rapport à un crime relativement grave présumait qu'il recevrait des coups d'une manière ou d'une autre, serait brutalisé. Parce que c'était le mode de fonctionnement qui était connu et, je dirais, en usant d'un mot relativement modeste, toléré. Toléré par toutes les instances, que ce soit les tribunaux, que ce soit les autorités politiques. Il n'y avait pas de mécanisme de sanction, il n'y avait pas de mécanisme de prévention. On était dans le mode de fonctionnement classique. C'est aussi à travers la violence de la société des années 70 qu'il faut regarder ce qui s'est passé avec un peu de recul. Mais revenons à cette guerre de l'Ouest, qui oppose les frères Dubois, toujours aussi puissants, et le clan McSween, fortement affaibli par l'assassinat de Jacques McSween. Si les deux camps continuent à s'entretuer à un rythme moins soutenu, des membres ou associés des clans sont toujours visés, parfois tués, lancés dans des fossés, en forêt ou dans le fleuve. Mais tout cela, c'est peu de choses par rapport à ce qui s'en vient. Le massacre de la Saint-Valentin, une tragédie qui va marquer à jamais l'histoire du Québec. Il y a un événement fort dans le crime organisé montréalais qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin. C'est survenu à la Saint-Valentin, bien sûr, en 1975, à Brossard, à l'hôtel Lapinière. Hôtel Lapinière à Brossard, qui était le quartier général des frères McSween. Et là, il y a 3 hommes masqués qui sont entrés à l'intérieur avec des mitraillettes. Il n'y a aucun doute que ces hommes sont envoyés par le clan Dubois, parce que parmi eux se trouve le tueur à gages Donald Lavoie, qui est l'homme de main de Claude Dubois et dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Et il repère 3 personnes qui sont assis à une table de cette salle-là. Et, boum, il les abat. C'était le portier de l'établissement, Pierre Provost, il avait 38 ans. Il y avait le garçon de table, Richard Banning, qui est âgé de 33 ans, de Greenfield Park. Et il y avait aussi Roger Letourneau, 31 ans, c'est un gars de Verdun. Et André Lefebvre, un chauffeur de taxi. Donc, 4 morts, 4 blessés. Puis il y a eu une 50aine de balles qui ont été tirées. Il y a eu finalement, avec un bilan de 4 morts en pleine fête dans la nuit de la Saint-Valentin. Finalement, ouais, dans les médias, on appelait ça le massacre de la Saint-Valentin. La nouvelle fait rapidement le tour des médias. Le 14 février 1975, à la une du journal Le Soleil, par exemple, on peut lire en grand titre «
veille de Saint-Valentin sanglante à Villebrossard. Suite à ce massacre, la gang McSween est en grande partie décimée. Les Dubois ont désormais le champ libre et sont plus que jamais les boss de Montréal. Bon, évidemment, dans le cas des McSween, les Dubois avaient l'avantage du nombre et de la force de frappe, puis ils ont été tassés du marché. Mais au final, et surtout après le massacre de la Saint-Valentin, c'est un peu venu sonner le glas de cette guerre-là. Et qui la remporte finalement? Et qui va sortir avec le plus puissance? Ben, c'est le clan Dubois. Ils vont réussir à passer par-dessus toutes les embûches, mais pas pour longtemps. Les Dubois, qui sortent grands vainqueurs de leur guerre sanglante contre le camp des McSween, doivent se dire maintenant « Montréal est à nous ». Mais occupés à régler le compte de leurs ennemis, ils n'ont pas compris que tous ces coups de feu et ces morts avaient attiré sur eux le regard des autorités. Car depuis quelques mois, une commission d'enquête publique sur le crime organisé a été lancée, la SECO. Ben là, c'est ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que là, le gouvernement finalement était effaré. La police avait, d'une certaine façon, perdu le contrôle sur la grande criminalité au Québec. Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé la SECO. Parce que le mandat, c'était de mettre la lumière sur les activités criminelles des organisations comme la mafia. Donc, dans cette commission, on avait beaucoup de dossiers. En gros, tout ce qui touche au crime organisé. Et dans les premiers mois de son existence, cette commission visait surtout des organisations comme la mafia, et en particulier les Cotronniers. Présentement, l'enquête se continue et les effectifs, composés de membres de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec et des policiers de la communauté urbaine de Montréal, y travaillent à plein temps. En plus du projet B, la commission a aussi continué ou commencé l'étude de 7 autres dossiers. Les 5 avocats de la commission ont travaillé à temps plein sur ces divers projets. Et même si dans un premier temps, la SECO ne s'intéresse pas aux Dubois, toute l'agitation créée notamment par la guerre de l'Ouest va radicalement changer les choses. Rapidement, après le massacre de la Saint-Valentin, les Dubois entrent dans la ligne de mire de la SECO. Il y a un dossier qui sera présenté dès l'automne prochain par Maître Jacques Dagenet, qui dirige présentement une équipe d'enquêteurs. Le procureur Jacques Dagenet, qui travaille pour la commission, se retrouve à la tête du dossier du clan Dubois. Aujourd'hui encore, il se rappelle très bien des débuts de la commission. Alors, mon nom, c'est Jacques Dagenet. J'ai débuté ma carrière d'avocat dans un gros bureau à Montréal où je me suis dirigé après vers le droit criminel. J'étais, en fait, à l'époque où on m'a approché pour la SECO, je dirigeais le bureau d'avocat du service de police de la ville de Montréal. Et bon, à un moment donné, moi, Jérôme Choquette est venu me demander, m'a convoqué à son bureau, le ministre de la Justice, pour me demander d'aller à cette nouvelle phase de la commission d'enquête, nouvelle version de commission d'enquête. Comment les Dubois entrent dans la commission? Quand j'ai été désigné, le service de police a attribué à la commission une escouade pour travailler un dossier. Et cette escouade-là, c'était vraiment un groupe d'élite. Et moi, j'ai rien eu à voir dans le choix, c'est que eux, le groupe qui voulait vraiment cibler, c'était les Dubois, parce que dans le groupe, il y avait des enquêteurs qui étaient des enquêteurs de Saint-Henri, qui est Saint-Henri, c'est la partie de la ville où les Dubois sont nés. Et eux connaissaient les méfaits. Et ce groupe-là, d'emblée, s'est mis à travailler sur les Dubois. Ils avaient des informations. C'est justement lorsque le clan Dubois atteint son apogée que la commission d'enquête s'intéresse à eux et à leurs crimes. Mais les Dubois, qui ne se doutent pas de ce qui se prépare, amplifient leurs activités criminelles dans tous les domaines. Les points clés pour les Dubois, c'était les établissements licenciés, tavernes, clubs, cabarets, etc. Tout le personnel, c'était des gens qui travaillaient pour eux. Alors, quand tu veux
avoir un prêt, ou quand tu veux avoir une fille, ou quand tu veux avoir de la drogue, ben tu te rends dans des endroits où tu penses que tu peux avoir des facilités. Alors, c'est où ça? Tu vas pas à la banque pour les choses. Ça, tu vas pas. Tu vas dans des établissements où sont les portes d'entrée. Alors, la force des frères Dubois, c'est qu'ils avaient décidé qu'il y en aurait beaucoup de portes d'entrée. Et comble de l'arrogance, ils décident d'élargir encore leur terrain de jeu et s'attaquent cette fois au quartier chic et touristique du Vieux-Montréal, en prenant le contrôle de l'hôtel Iroquois, un lieu fréquenté par les avocats, les juges et qui se trouve à quelques pas du palais de justice. Ce balado est une production exécutive de GoScript Media pour Cube Radio. Producteur au contenu, Stéphane Berthomé. La réalisation est de Victor Galarreta et le mixage de Philippe Séguin. La recherche a été menée par Jessica Louisé. La musique est tirée du registre de BAM Musique et de la création originale du groupe musical Scuse. Roger Quentin signe la scénarisation. Je suis Isabelle Marjorie Tremblay. J'ai écrit la narration et j'anime ce balado. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve au prochain épisode.